Bienvenue à tous les étudiants en psychologie pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des plus grands mystères de l'expérience humaine. Derrière la passion, les grandes déclarations et les promesses éternelles, il y a en fait une architecture chimique parfaitement invisible. C'est une histoire évolutive incroyablement ancienne qui dicte littéralement comment les individus s'attachent les uns aux autres. Alors entrons tout de suite dans la fascinante neurobiologie de l'attachement. Mon bien-aimé, les délices de mes yeux. Ces mots résonnent à travers les millénaires. C'est l'un des plus anciens poèmes d'amour de l'humanité, gravé dans l'argile il y a plus de 4000 ans à Sumer. La poésie capture à merveille cette euphorie, ce désir ardent, ce dévouement total. Mais attention, derrière ce romantisme intemporel se cachent des réalités neurologiques beaucoup plus froides. Des mécanismes profonds que la science moderne commence tout juste à décoder. Et ça soulève une énigme évolutive absolument fascinante. Comment la biologie fait-elle pour transformer un simple instinct de reproduction, qui est éphémère par définition, en une quête d'amour éternel? Pour comprendre cette métamorphose spectaculaire, il va falloir ranger nos livres de poésie en instants et écouter les mécanismes silencieux de la nature. Première partie, l'énigme du campagnol et les modèles de l'attachement. Direction les rudes prairies d'Amérique du Nord. C'est là-bas que deux petits rongeurs posent les bases de notre compréhension. Regardons ensemble cet appareil de test à 3 chambres. En laboratoire, il sert à mesurer un concept qu'on croirait purement humain, l'engagement. Le principe est simple, après 24 heures de cohabitation, on place un mâle au centre. D'un côté, il a sa partenaire familière et de l'autre, une femelle complètement inconnue. Eh bien, ce petit test tout bête va nous révéler les secrets de l'attachement. Et c'est là que l'histoire devient vraiment captivante. Prenons ces deux espèces cousines. D'un côté, le campagnol des prairies. Lui, il est strictement monogame. Il s'attache à vie, il défend son nid, c'est un père exceptionnel. De l'autre côté, le campagnol des montagnes. Ils partagent le même environnement, leur génétique est presque identique, mais il est totalement promiscu. Il s'accouple et il disparaît pour mener une vie solitaire. C'est quand même fou de voir deux comportements sociaux radicalement opposés face à la même nature. Deuxième partie, vasopressine, ocytocine et les bases neurologiques. Alors, quel est le secret du campagnol des prairies? Ce n'est certainement pas une supériorité morale, mais un cocktail chimique ancestral. Pour nous, en psychologie, le premier ingrédient est une molécule bien connue, l'oxytocine. C'est un nonapeptide très ancien, véritable chef d'orchestre de la confiance et des comportements prosociaux. Dans le cerveau, elle interagit directement avec le noyau accumbens et vient calmer l'amygdale. En gros, elle réduit la peur et l'anxiété pour permettre une véritable proximité sociale. Le deuxième ingrédient clé, c'est l'arginine vasopressine. Chez nos fameuses espèces monogames, elle joue un rôle titanesque. Elle va interagir massivement avec les circuits de récompense du pallidum ventral. Et c'est très exactement ce mécanisme qui vient verrouiller la préférence pour un partenaire en particulier. Ça transforme une banale interaction biologique en un attachement exclusif, gratifiant et durable. La différence visuelle dans la distribution des récepteurs de la vasopressine entre ces espèces saute littéralement aux yeux. La recherche nous montre que de minuscules variations dans la région du promoteur génétique dictent toute l'architecture de ces récepteurs dans le cerveau. Pour faire simple, un minuscule détail génétique détermine de façon immuable si un animal est programmé pour un amour durable ou pour une errance perpétuelle. Troisième partie, le cerveau humain amoureux. Montons maintenant d'un cran dans l'arbre de l'évolution pour voir comment tout ça se traduit chez l'humain. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle est bluffante. Quand un individu regarde la photo de la personne aimée au tout début de l'amour romantique, le cerveau s'emballe avec une intensité folle. Les zones saturées en dopamine, comme le noyau codé droit, s'illuminent. Et le plus incroyable, c'est que c'est exactement le même circuit de récompense qui s'active sous l'effet de la cocaïne. L'amour n'est donc pas qu'un simple sentiment, c'est un état de motivation féroce. Si l'on se concentre maintenant sur l'aire tegmentale ventrale, ou ATV, on réalise que cette petite région est la véritable plaque tournante des sensations de plaisir. L'activation conjointe de l'ATV et du noyau codé prouve de manière irréfutable que l'amour romantique n'est pas une émotion basique. C'est une pulsion orientée vers un but, une soif biologique implacable de lier son destin à celui d'un partenaire spécifique. Quatrième partie, désir sexuel contre amour romantique et les distinctions cliniques. Dans notre pratique clinique, il est absolument crucial de faire la différence entre le besoin biologique immédiat de s'accoupler et la pulsion durable de s'attacher. Et souvent, le corps trahit les intentions silencieuses du cerveau. Les études de suivi oculaire sont fascinantes à ce sujet. En moins d'une fraction de seconde, le cerveau utilise des scripts comportementaux totalement différents. Face au pur désir charnel, le regard va très vite se fixer sur le corps, le torse. A l'inverse, face à une personne qui inspire un véritable amour romantique, le regard est irrémédiablement attiré par le visage.
Et cette séparation brutale se retrouve au cœur même de notre centre de récompense. Le striatum ventral s'occupe des récompenses immédiates, l'hédonisme pur, le désir. Mais quand on parle d'amour romantique, l'activité bascule vers le striatum dorsal, la zone impliquée dans le conditionnement à long terme. C'est littéralement là que notre cerveau trace la ligne neurologique exacte entre une rencontre d'un soir et l'envie de construire une relation pour toute la vie. On observe un gradient tout aussi spectaculaire dans le cortex insulaire, de l'arrière vers l'avant. L'insula postérieure s'occupe des sensations physiques directes et concrètes du désir. L'amour, en revanche, prend ses quartiers dans l'insula antérieure. Ce que ça suggère fortement, c'est que l'amour est fondamentalement un chef-d'œuvre cognitif abstrait de niveau supérieur qui se construit en fait sur les fondations très primaires des sensations du désir sexuel. Pour bien saisir à quel point ces circuits sont distincts, penchons-nous sur ce cas clinique vraiment marquant. Un patient souffrant d'une lésion ciblée sur l'insula intérieure présentait d'immenses difficultés à ressentir ou même à conceptualiser l'amour romantique, et pourtant, sa perception du désir sexuel était restée totalement intacte. C'est la preuve clinique et anatomique absolue que ces deux circuits, bien qu'ils travaillent souvent ensemble, sont fonctionnellement indépendants. 5e partie, l'évolution du lien social et les origines de la passion. En synthétisant toutes ces données cliniques, on en revient à la grande histoire de l'évolution. Quel était le dessein de la nature en inventant la passion ? Au fond, l'amour romantique, c'est une version hautement développée de la parade nuptiale des mammifères. Son but évolutif premier, c'était de garantir un soin biparental prolongé pour des nouveau-nés humains extrêmement vulnérables. Notre cerveau a donc fusionné les anciens circuits de récompense avec le néocortex. Pour les futurs thérapeutes qui écoutent cette session, l'implication est vaste. Ça offre un véritable cadre biologique pour traiter le dysfonctionnement relationnel, non plus comme de simples échecs émotionnels, mais comme de réelles modulations neurologiques. Ce qui nous amène à une ultime réflexion. Toute la poésie du monde, toutes les tragédies romantiques et les unions grandioses reposent sur ce socle chimique parfaitement silencieux. La passion amoureuse, avec toute sa beauté destructrice et créatrice, est-elle vraiment le plus grand chef-d'œuvre de l'évolution humaine ? Ou bien n'est-ce au final qu'un vieil outil biologique, archaïque, brillamment déguisé par notre cortex pour nous forcer inexorablement à assurer la survie de la génération suivante ? Une question vertigineuse dont la réponse résonne, très littéralement, dans la biologie de chacun d'entre nous.